Salut les sans-culottes, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière vidéo. Moi c'est Thierry, et lui c'est Xormulf, mais on s'en fout. Alors, comme promis dans la vidéo de présentation de la chaîne, aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi nous ne sommes pas en démocratie. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à le faire maintenant afin de mieux comprendre de quoi je vais vous parler. Bien. La vidéo va aborder trois parties. Dans une première partie, on va remonter à la source de la démocratie, à Athènes. Dans une deuxième partie, on verra comment les bourgeois ont enterré la démocratie lors de l'Assemblée constituante de 1789 et comment le mot est revenu sournoisement quelques décennies plus tard en perdant de tout son sens. Et enfin, dans une troisième partie, on verra comment notre société est écartelée entre deux désirs, plus de démocratie ou un système autoritaire. Alors, roulez jeunesse, on va faire un tour à Athènes vers le 5e siècle avant Jean-Claude. Tout d'abord, il faut savoir que la démocratie s'est mise en place à Athènes progressivement, pas du jour au lendemain, et qu'elle a été imaginée pour faire cesser une situation de crise politique dans la cité. Démocratie, ça vient de démos, le peuple, les kratos, la puissance, le pouvoir. Il s'agit donc d'un régime où les décisions sont prises par le peuple. Le principe de base, c'est donc l'égalité politique et le postulat que chaque citoyen a la capacité de participer à la prise de décision. Bon, alors un citoyen athénien, c'est un homme libre, donc ni un esclave ni une femme, fils d'un citoyen athénien et d'une mère, fille de citoyen athénien. Donc ceux qui étaient d'origine étrangère, appelés les métèques, ça vient de là, étaient exclus. Il y avait environ 40 000 citoyens à Athènes. Le citoyen athénien avait le droit de voter et d'être élu, mais il avait le devoir de faire la guerre et de payer les impôts. Par ailleurs, les riches devaient financer les liturgies, c'est-à-dire toutes les cérémonies religieuses, les banquets, etc., et la flotte de guerre. Et les pauvres devaient être aidés financièrement pour pouvoir participer à la vie de la cité. Alors, quelles étaient les institutions de la démocratie athénienne? Tout d'abord, le pouvoir législatif était du ressort de l'Ecclésia, qui est en fait l'assemblée qui rassemble tous les citoyens. L'Ecclésia vote les lois, en général avec un quorum de 6000 citoyens. Tous les citoyens ont le droit de prendre la parole, exercer leur pouvoir d'amendement et proposer une motion. C'est de la démocratie directe. Bon, évidemment, sur les 40 000, il y en avait qui s'en foutaient, d'autres qui n'avaient pas que ça à faire de venir délibérer ce jour-là, etc. Ça se passait sur la colline du Pnyx. Alors ensuite, comme délibérer à des milliers, c'est pas facile, il y avait le Conseil des 500, tiré au sort et renouvelé chaque année. On ne pouvait tirer au sort que 2 fois non consécutives, donc on ne pouvait pas faire carrière. Le principal travail du Conseil des 500 était de recueillir les propositions de loi présentées par les citoyens, puis de préparer les projets de loi pour pouvoir ensuite convoquer l'Ecclésia, donc l'Assemblée Générale en fait. Ensuite, le pouvoir exécutif était aux mains de ce que l'on appelait la magistrature, mais ça n'a rien à voir avec la justice. La magistrature comprenait environ 700 magistrats, choisis par élection, désignation ou par tirage au sort. Leur mandat durait le plus souvent 1 an. Les magistrats géraient les affaires courantes, la trésorerie et veillaient à l'application des lois. Ils devaient exercer leur pouvoir de manière collégiale, aucun magistrat n'étant légalement en état de développer un pouvoir personnel, ce qui était censé éviter le retour à la tyrannie, le régime que les Athéniens avaient subi juste avant la démocratie. Les magistrats étaient contrôlés à la fin de leur mandat. C'était la reddition des comptes. Cela permettait aux Athéniens de contrôler efficacement les magistrats et de limiter ainsi les dérives. Avant d'être investis, les hommes tirés au sort devaient passer devant une commission de contrôle qui avait pour mandat de s'assurer que les individus sélectionnés possédaient les compétences nécessaires pour exercer la magistrature pour laquelle ils avaient été désignés. Au sein de la magistrature, on trouve entre autres 10 stratèges, les chefs de guerre en fait, élus pour 1 an et rééligibles. Ensuite, pour ce qui est du pouvoir judiciaire, il est exercé par un tribunal populaire composé de 6000 citoyens, toujours âgés de plus de 30 ans et tirés au sort chaque année. Bon, évidemment, les 6000 ne jugeaient pas un cas tous ensemble. Alors, comme vous le voyez, la démocratie athénienne était basée sur la démocratie directe et la représentation par tirage au sort. Ils n'utilisaient l'élection que pour nommer des personnes à des postes exécutifs. C'est comme si on élisait le chef d'état-major, les ministres, les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires. Malheureusement, la démocratie athénienne a été mise à mort à l'époque d'Alexandre le Grand, du fait de la guerre avec la Macédoine, guerre qu'Athènes a perdue. Et les Macédoniens ont imposé un régime
oligarchique aux Athéniens. Au total, la démocratie athénienne aura duré 2 siècles, c'est-à-dire à peu près autant de temps que nous depuis la Révolution française. Et ils ont donc utilisé le tirage au sort pendant 2 siècles. On va faire un petit arrêt là-dessus. Le tirage au sort, ça semble à beaucoup complètement délirant. Mais déjà, ça respecte la valeur d'égalité politique, puisque chacun a la même chance de servir le bien commun. L'avantage aussi, c'est que les citoyens étaient successivement gouvernants et gouvernés. Et évidemment, on a plus tendance à travailler pour le bien commun si on sait qu'on va redevenir gouverné. De plus, la rotation des charges, il y a un gros turnover, évite la professionnalisation de la politique et donc la prise de pouvoir par une oligarchie comme c'est le cas chez nous. Évidemment, le tirage au sort comporte des risques. On peut tirer au sort un parfait abruti ou le dernier des salauds. Mais les Athéniens avaient mis en place des solutions pour éviter ce problème. On était tiré au sort que pour des mandats courts et non renouvelables. On était contrôlé avant, comme on l'a vu. Pendant, on pouvait être révoqué si on partait en vrille, et on rendait des comptes à la fin du mandat avec des sanctions possibles, amende, exil, etc. Ça calme tout de suite. Et puis, le pouvoir confié au tiré au sort était toujours dans un cadre collégial. Donc l'abruti ou le salaud partageait le pouvoir avec d'autres citoyens. De plus, quand on sait qu'on a de fortes chances d'être tiré au sort dans sa vie de citoyen, ça oblige à s'éduquer à la chose politique. Ça va être intéressant, ça. Bon, maintenant, on va quitter Athènes et le 3e siècle avant Jean-Christophe, et on va faire un bond au 18e siècle, le siècle des Lumières, où un philosophe comme Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie ». Bien, mais le problème est que les révolutions américaines et françaises ont été menées principalement par la bourgeoisie, qui ne supportait plus le pouvoir politique. Qui ne supporte plus que le pouvoir politique soit détenu exclusivement par une aristocratie décadente, alors que contribuait à l'industrialisation naissante de la société. Et ces bourgeois n'avaient absolument pas l'intention de partager le pouvoir avec les ouvriers et les paysans, avec les sans-culottes, quoi. Ils ne voulaient donc pas de la démocratie. John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et 2e président des États-Unis, déclarait « J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable ». Pareil en France, lors des débats de l'Assemblée constituante de 1789, il y avait 2 camps. Un minoritaire, mené par Robespierre et soutenu par les sans-culottes, qui voulait mettre en place une démocratie comme à Athènes, ce que l'on appelle la souveraineté populaire. Et l'autre, majoritaire, forcément, car l'Assemblée constituante n'était composée que de bourgeois, voulait un régime représentatif par l'élection que l'on appelle souveraineté nationale. Leur leader, Emmanuel Joseph Sieyès, déclarait « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Au moins, c'est clair. Et donc, la démocratie a été enterrée au profit d'un mode de gouvernement représentatif par l'élection qui donne le pouvoir à une élite, supposée seule capable de s'occuper de politique. Concrètement, vous choisissez parmi les élites les gens qui vont voter à votre place. Mais vous ne votez pas, vous élisez, vous êtes les électeurs. Mais d'où ça vient cette idée de nommer des représentants? Eh bien, ça vient du Moyen-Âge, quand le roi Philippe le Bel créa les États généraux, une assemblée consultative composée de représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-État, c'est-à-dire tous les autres, ceux qui travaillaient et payaient des impôts. Et pourquoi il a créé ça, Philippe? Pour légitimer son pouvoir vis-à-vis du pape avec lequel il était en conflit. Voilà. Donc, pour résumer, l'élection, ce n'est pas la démocratie. En élisant, le citoyen renonce à sa souveraineté. Il hisse certains au-dessus des autres et donne le pouvoir à une oligarchie. L'élection, c'est l'outil de notre dépossession politique qui nous déresponsabilise et nous infantilise. L'élection porte au pouvoir ceux qui le veulent, c'est-à-dire les pires d'entre nous. L'élection incite au mensonge et à la corruption. Bref, on va arrêter de tirer sur l'ambulance, qui est déjà largement torpillée dans la vidéo sur le manifeste
Manifeste pour une république de l'intelligence collective que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Ok, mais alors comment ça se fait que l'on dise que l'on est en démocratie si c'est pas le cas? Eh bien ça vient du fait qu'au départ, c'est-à-dire en 1789, les bourgeois ont décidé que seuls ceux qui payaient beaucoup d'impôts pouvaient élire et être élus, comme ça ils étaient peinards. Ça s'appelle le suffrage censitaire. Et le suffrage universel que nous connaissons n'a été établi qu'en 1848 par la Deuxième République. Bon, il n'était pas si universel que ça, hein, car en étaient exclus les femmes, le clergé et les Algériens, car l'Algérie faisait partie intégrante de la France, mais faut pas pousser. Et c'est à ce moment-là que le terme démocratie représentative a commencé à être utilisé, puis petit à petit on a dit démocratie tout court, et on a oublié ce qu'était vraiment la démocratie. Ce n'est pas un complot, hein, on a désappris collectivement ce qu'était la démocratie. Ok, bon, et maintenant alors? Allez, hop, troisième partie, vers où on va? Alors, on voit bien actuellement que les citoyennes et les citoyens sont divisés par rapport à cette situation. Il y a celles et ceux qui s'accommodent très bien du système actuel, soit parce qu'ils sont les dominants, donc pourquoi changer, soit ils ont peur qu'un changement leur fasse perdre le peu qu'ils ont. Ensuite, il y a celles et ceux qui sont immatures politiquement et qui veulent un chef, un homme ou une femme providentielle, autoritaire, qui leur apportera la sécurité et l'estime d'eux-mêmes. Ça c'est facile, il suffit de leur dire qu'ils sont supérieurs aux autres, races, cultures, etc. et que du coup, qu'ils ne sont pas les plus cons puisqu'il y en a encore en dessous d'eux. Ça, c'est les nationalistes, les suprémacistes blancs, etc. Une partie des riches pousse le peuple à cela, les amène petit à petit vers le fascisme en leur collant des émours à la télé, ceci afin de pouvoir continuer à les exploiter tranquillement. Comme dans les années 30, ils désignent au peuple d'autres responsables de tout leur malheur et en les caressant dans le sens du poil. Ça, c'est les Trump, Bolsonaro, Erdogan, Poutine, Orban, Le Pen, etc. qui défendent les intérêts de leur clan. Et puis, il y a celles et ceux qui pensent qu'il faut plus de démocratie et qui poussent en promouvant la participation citoyenne, la concertation entre les parties prenantes, la construction des politiques publiques, la démocratie ouverte, le référendum d'initiative citoyenne, les conventions citoyennes tirées au sort, etc. C'est nous, quoi. On veut une vraie démocratie, comme chez les Athéniens. Bon, alors vous allez me dire qu'ils étaient 40 000 et que nous, on est 45 millions de citoyennes et citoyens et que du coup, ce n'est pas facile pour délibérer. Ok, mais nous, on a une technologie qui nous permet de débattre à des millions. Internet. Et puis, il y aura toujours celles et ceux qui s'en foutent, celles et ceux qui suivent les débats et votent à la fin, celles et ceux qui débattent en likant et en commentant, et celles et ceux qui contribuent vraiment au contenu. On l'a vu avec le grand débat, ou le vrai débat, le débat alternatif. Ça fonctionne. Et en plus, on a collectivement un niveau d'éducation qui n'est pas le même qu'au XVIIIe siècle quand même. De plus, pour ce qui est du tirage au sort, on a vu le succès de la Convention citoyenne pour le climat. Ça marche très bien. Bon, il y en a qui pensent que les gens sont trop cons pour partager le pouvoir, mais pour élire aussi alors. Donc t'es trop con pour donner ton avis, mais pour élire ça va. Justement pas. Car si tu délibères, tu te forges une opinion éclairée. Alors que là, les gens élisent à partir de leurs préjugés, issus de la propagande des partis, pas de leur opinion éclairée. C'est comme pour les sondages. On ne sonde pas les opinions des gens, on sonde leurs préjugés. Ce n'est pas pareil. Bon, puis il y en a qui disent que tout ça prend du temps et qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Clairement, il faut réduire le temps de travail en partageant les richesses. Bon, allez, on va s'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, on verra sur quelle vision du monde on peut élaborer notre nouvelle société et quelle forme notre démocratie idéale pourrait prendre. Vous allez voir, c'est super faisable. Ok, pour finir, une petite phrase d'une poéticienne islandaise qui a participé à l'Assemblée constituante citoyenne de son pays, mais le Parlement a tout bloqué. Bon, la phrase « Au fond de chacun de nous, on peut sombrer ou agir ». Vous ne voulez pas sombrer? Alors agissez dès maintenant en likant la vidéo, la partageant, en vous abonnant à la chaîne et en laissant des commentaires pour épater l'algorithme de YouTube. Si ça ne sauve pas le monde, au moins ça y contribue. Eh bien, à la prochaine vidéo, pardon, laissant culotte, ciao!